Baru Minggu tanggal 26 berjumpa 8 diteka gempa. Apa si kurang diei gelombang, donya gehantam gelombang raya. L'eau a commencé à monter et j'ai été emportée par elle. Puis, j'ai réussi à m'agripper au fil électrique et je suis restée accrochée en haut en me balançant au bout des fils. Tout à coup, je me suis fait emporter par le courant et j'ai commencé à monter. J'avais de l'eau jusqu'au cou. Alors, j'ai saisi une branche de palmier et je me suis retrouvée suspendue tout en haut du palmier. Le lundi, je suis revenu dans mon village, dans le village où je suis né. Et là, j'ai vu qu'il ne restait plus rien, ni maison, ni personne. Je ne peux pas. Chaque fois que je mange, je vois le visage de mes enfants disparus. Je me sens si anxieuse. Je n'arrête pas de pleurer et de me parler toute seule. J'essaie de garder espoir, même si je n'ai plus de famille, même s'il ne me reste qu'un seul de mes enfants. Je me sens si triste. Le tsunami a emporté 50 personnes de ma famille, incluant mes neveux et nièces. Oui, 50 personnes. De ma famille, j'ai perdu ma femme, mes petits-enfants et mes 3 enfants. J'ai fait un petit mausolée en leur mémoire là-bas dans le jardin. Du côté de ma belle famille, ils ont tous disparu. Le tsunami qui a dévasté les côtes de l'océan Indien le 26 décembre 2004 a fait un demi-million de morts et a affecté des millions de personnes. Considéré comme la pire catastrophe naturelle de l'histoire moderne, il a généré un mouvement de solidarité sans précédent à travers le monde. Située à proximité de l'épicentre du tremblement de terre qui a causé le tsunami, la province d'Aceh, dans le nord-est de l'Indonésie, a été la plus durement touchée. À elle seule, elle compte 160 000 morts, des milliers de maisons détruites et des dizaines de villages rayés de la carte. Face aux besoins criants des populations en détresse, des centaines d'organisations humanitaires et des millions de dollars en aide d'urgence ont afflué vers Aceh. Or, 2 ans et demi après la catastrophe, les nombreux retards dans les projets font en sorte que plus de 60 000 maisons restent toujours à construire. Pourtant, quand on parle du succès de l'aide à Aceh, le projet dirigé par l'ONG indonésienne Uplink est cité en exemple. En un peu plus de 2 ans, ce projet, appuyé par l'organisme canadien Développement et Paix, a permis de reconstruire 3300 maisons, aujourd'hui toutes habitées, et les infrastructures de 23 villages entièrement détruits par le tsunami. Nous, à Développement et Paix, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu recours directement à nos partenaires qu'on avait déjà en Indonésie, dont Uplink. Uplink, c'est Urban Poor Linkage. C'est une organisation qui travaille avec les pauvres en milieu urbain. Ils ont tout de suite réagi au tsunami, se sont rendus sur place. Ils ont tout de suite mis en œuvre un projet de secours d'urgence, nourriture, distribution de biens de première nécessité, etc. Et ensuite, ils ont développé un programme de reconstruction. Donc, c'est un programme de reconstruction de 3300 maisons. Nous nous sommes alors adressés aux communautés des régions côtières et nous leur avons demandé si elles voulaient rester hors de leur village ou y revenir rapidement. Et les gens nous ont tous répondu vouloir y retourner le plus tôt possible.
Alors, ils s'y sont rendus dès la première semaine après le tsunami. Ils ont ramassé les corps et les ont enterrés. Ils ont aussi nettoyé et récupéré ce qui était récupérable, comme le bois et d'autres matériaux. Dans le projet, les gens ont construit des abris temporaires sur les sites des villages qui étaient dévastés. Donc, ils se sont réinstallés dans leur village pour se réapproprier la terre. Ensuite, on a eu des rencontres. On a délimité c'était quoi l'espace sur lequel on allait bâtir. Et puis là, on a construit des maisons permanentes. J'ai dit, regardez ma maison, elle est complètement détruite et je n'ai plus de famille pour m'aider à la rebâtir. Puis on s'est réunis avec les gens d'Uplink et ils m'ont dit, nous allons vous aider à la reconstruire. Uplink, leur spécialité, c'est l'organisation communautaire, donc organiser la communauté, organiser les gens. Donc, ils ont pris une approche participative. Ils ont réuni les gens de 23 villages. Ils ont demandé aux gens qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Évidemment, ils avaient besoin de rebâtir leur vie, rebâtir leur maison, rebâtir leur village. Mais comment ils allaient faire ça, c'était en travaillant avec ces gens-là. Donc, la population a pris une part active à toutes les décisions. Dès les tout débuts du projet d'Uplink, les gens se sont réunis pour créer ensemble les plans des villages, car vous devez comprendre qu'il n'y avait plus rien après le passage du tsunami. Il ne restait plus rien de tous les villages qui existaient auparavant. Les gens ont dû redessiner l'emplacement de toutes les maisons, les unes après les autres, parce qu'il n'en restait aucune trace. La participation des gens a été sollicitée dès le début du processus, dès l'élaboration des premiers plans avec les architectes. À chaque étape, les plans devaient être approuvés par les gens des villages. Il leur a ainsi été proposé le choix de 5 modèles de maisons. Nous avons alors tenu des réunions dans chaque village et les gens devaient choisir. Nous avons commencé à construire les premières habitations permanentes dès le mois de mai. Là aussi, nous tenions à ce que cela se fasse avec l'entière participation des gens, sans faire appel à des entrepreneurs. Donc, s'il y avait des maçons ou des menuisiers parmi les villageois, c'est eux qui étaient embauchés. Uplink nous considère tous de façon égalitaire. Il n'y a aucune différence entre plus riches ou plus pauvres. Pour eux, tout le monde est égal dans la reconstruction. Aussi, les gens de Uplink sont avec nous sur le terrain. Ils vivent littéralement avec nous et dans les mêmes conditions que nous. La relation avec Uplink en est une d'amitié, de confrérie. Uplink ne se considère pas comme étant ceux qui sont en charge ou ceux qui dirigent en nous faisant nous sentir comme étant inférieurs à eux. Ils nous considèrent comme des égaux. Les gens des villages ont donc confiance en eux. Nous avions prévu bâtir 3000 maisons. Nous avons donc embauché 3000 familles. Nous étions ainsi assurés que l'argent leur profiterait à elles. Chaque propriétaire devenait un peu responsable de suivre la reconstruction de sa maison. Donc, chaque propriétaire de maison avait un contrat signé qui délimitait les responsabilités de chacun. Donc, Uplink était responsable de fournir les matériaux, de fournir l'argent pour la main-d'œuvre, et le propriétaire de maison était responsable pour superviser, pour s'assurer que la maison se faisait. Puis ça, c'était aussi avec l'aide de l'équipe technique et des organisateurs communautaires. Une fois que les gens se sont entendus sur le type de maison qu'ils désiraient, ils ont créé des équipes responsables de la construction des maisons. Ces équipes devaient travailler selon les plans des différents villages qui avaient été établis préalablement par les communautés. Nous organisions des réunions hebdomadaires pour favoriser la communication, résoudre les problèmes, procéder aux vérifications et distribuer les matériaux. Nous avons aussi donné de la formation aux propriétaires pour qu'ils puissent superviser les travaux de leur maison.
Durant le processus de reconstruction, je venais très souvent suivre et superviser la construction de ma propre maison. C'était moi qui étais responsable de m'assurer que tout allait bien dans le déroulement des travaux. En 2 ans, nous avons aussi reconstruit les infrastructures comme les rues, les drains, les fosses septiques, les aqueducs. L'un des impacts très positifs de l'approche participative est que les gens peuvent surmonter leur traumatisme en reconstruisant leur maison et leur communauté. Les gens guérissent leur traumatisme en travaillant, en étant actifs. Ils partagent tout et ils discutent parfois même très fortement entre eux. Et c'est de cette façon que s'effectue véritablement leur processus de guérison. J'ai décidé de participer à beaucoup des activités organisées par Uplink. Car même après la reconstruction de ma maison, je passais beaucoup de temps à penser à ma famille disparue. Et j'avais beaucoup de difficultés à oublier. Alors, pour résister à la tentation d'aller les rejoindre là où ils sont, d'aller les rejoindre dans la mer, je me garde très active avec Uplink. Ça me permet de moins penser à la douleur. Je m'efforce de participer à toutes les activités et formations organisées par Uplink, comme celles sur les techniques de santé alternatives, par exemple. Pour moi, c'est une façon très efficace d'arriver à me libérer de tout mon stress, de ma tristesse. L'avantage de l'approche participative, c'est que les gens se sentent propriétaires du projet. C'est leur projet. Ils prennent part aux décisions. Ça prend du temps, évidemment, à mettre en œuvre. Donc, il faut des consultations, des heures et des heures de réunion. Les gens doivent arriver au consensus à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. Mais une fois que le processus est enclenché, ensuite, c'est un peu un gage de succès. La différence entre le travail d'Uplink et celui des autres organisations, ce qui fait qu'Uplink obtient des résultats plus rapidement et qu'il travaille dès le début avec les gens des villages et non avec des contracteurs. C'est ainsi que ma maison a été bâtie en 2 mois. Oui, seulement 2 mois. Si on compare le projet d'Uplink à ceux des autres ONG, la différence est que ces dernières utilisent des entrepreneurs. Dans ce cas, les gens ne font qu'attendre passivement qu'on leur remette la clé de leur maison parce que l'entrepreneur s'occupe de tout. Par ailleurs, si on compare la qualité des maisons, celles construites par les communautés dans le projet d'Uplink sont nettement supérieures. Il y a 2 principaux avantages à impliquer les gens dans la reconstruction. Le premier est qu'ils apprennent à faire de nouvelles choses et donc ils reçoivent de la formation. Le second avantage est que comme les gens ont appris les méthodes de construction et donc les principes qui font qu'une maison est saine, ils développent un très fort sentiment de propriété face à leur maison. Moi, je suis un commerçant. C'est mon travail. Je ne connaissais donc rien à la construction. Mais avec l'équipe technique d'Uplink, j'ai appris comment faire. Et c'est moi qui ai reconstruit ma maison. J'ai appris, entre autres, comment faire des murs de briques solides comme celui-ci. J'ai aussi appris comment faire le design d'une structure plus complexe, comme celle-là, grâce à Chak Chak, un des architectes d'Uplink. Une chose que je trouve très importante avec Uplink est qu'il nous offre beaucoup de formations, comme la couture sur tissu ou la fabrication de compost, par exemple. L'approche que Uplink a développée, c'est pas juste Uplink qui a développé ça. Puis c'est pas juste grâce au partenariat de développement épais. Il y a d'autres partenaires qui étaient impliqués. On parle de Misère et Art,
qui est une agence allemande. On parle aussi d'une organisation indienne, Hunar Shala. C'est eux qui ont développé le concept de People's Driven Reconstruction. Et puis, quand le tsunami est arrivé, Misère et Art, Développement et Paix, Hunar Shala sont venus sur place. Et c'est Hunar Shala qui a transféré les connaissances au niveau de l'approche participative. Donc, c'est une approche qui existait déjà. Et puis, Uplink, eux, ils avaient le côté organisation communautaire. Le People's Driven Reconstruction, c'est un processus par lequel on consulte les gens, à savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis, on va chercher aussi les connaissances au niveau de la culture locale pour les intégrer au projet. Ce que nous avons convenu avec les gens des villages est de travailler non seulement à reconstruire les lieux physiques, mais aussi de reconstruire la vie des communautés. Pour nous, reconstruire la vie, c'est reconstruire en plus du milieu physique le côté social. Nous entendons par là rebâtir sur le plan organisationnel les liens sociaux entre les villages et à l'intérieur même des villages. Cela explique que dès mars 2005, une organisation intervillage était déjà en place. On l'a appelé le JUB. Bon, les GUB, c'est un réseau de 23 villages. GUB, ça veut dire Réseau pour vivre ensemble en indonésien. Ce réseau-là a été créé au tout début du projet. Les gens se sont entendus. Tous les villages qui devenaient membres de GUB devaient s'identifier aux valeurs de Uplink, donc le respect, le partage, l'égalité entre les hommes et les femmes, la prise de décision en consensus, etc. Donc, ils devaient vraiment être d'accord avec ces principes-là. Donc, GUB, c'est né de l'initiative d'Uplink, mais aujourd'hui, GUB existe. Donc, c'est un peu le résultat du processus qui a duré 2 ans de reconstruction. Donc, on a reconstruit les maisons, on a reconstruit l'infrastructure, tout ça. Maintenant, GUB, c'est la suite du projet. Maintenant, ça va être notre partenaire pour continuer à reconstruire les vies. Les membres des JUB sont les gens des 23 villages environnants, ce qui représente 9000 personnes. En ce moment, le JUB travaille à développer des activités qui permettront d'offrir plus d'emplois aux gens de nos communautés. Le réseau JUB est une preuve tangible que nos 23 villages peuvent travailler ensemble en solidarité pour réaliser une multitude d'activités. Le JUB nous a permis de nous motiver. Il a aussi insufflé une énergie positive qui nous a grandement influencés pour avancer. Il nous a aussi offert des opportunités d'apprendre, de nous améliorer et de mieux nous organiser. Ce dont je suis le plus fier par rapport au JUB est qu'il nous a montré que si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quelle situation, même les plus difficiles. Le programme a duré 2 ans, donc de mars 2005 à mars 2007. C'est 100% terminé. C'est vraiment extraordinaire. Ils ont réalisé ça en 2 ans, 3300 maisons, plus des infrastructures, des routes pavées, asphaltées, des infrastructures d'eau et d'assainissement. Donc, c'est vraiment une réussite là, comme projet. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a plusieurs organisations qui sont encore au point de départ ou en tout cas dans les premiers balbutiements de leur projet de maison permanente. Même le gouvernement d'ici a promis la construction de 40 000 maisons en 2006, mais ils en ont terminé moins de 10 000 durant l'année. Il y a beaucoup d'ONG qui se sont engagées à en bâtir 5 000, 10 000 ou 15 000, mais en fait, elles n'en ont fini parfois qu'une centaine. Un sondage mené par les Nations Unies sur la satisfaction des bénéficiaires de maisons reconstruites nous a classés au tout premier rang. Quand le projet s'est terminé, on a fait une cérémonie officielle. Le gouverneur est venu. Le gouverneur n'avait que des éloges à faire au projet.
Lorsque Bill Clinton est venu ici comme envoyé spécial des Nations Unies, le gouvernement l'a référé au projet d'Uplink. Voilà pourquoi Bill Clinton est venu visiter le projet et a échangé avec les gens sur leur approche. Même, il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui qu'on peut donner de d'autres organisations sur le terrain qui maintenant viennent voir Uplink pour savoir comment ils ont fait pour réussir leur projet. C'était quoi leur approche? Une des choses que les ONG et les agences internationales devraient apprendre ou devraient décider est de limiter la période de secours d'urgence, de manière à ce que ce soit uniquement durant cette courte période de temps qu'ils distribuent directement de l'argent et des biens. Ensuite, ils doivent rapidement encourager la participation. Ce qui est assez extraordinaire, c'est la force qu'il peut avoir en travaillant ensemble. D'arriver avec des idées toutes déjà préconçues, je pense qu'on se bute tout de suite à un mur. Quand on est ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de travailler, on a plus de chances d'avoir du succès. Et puis dans ce projet-là, je pense que c'est ça qui a été le moteur de tout le projet, ça a été le travail d'équipe. Voilà un des débris laissés par le tsunami que j'ai récupéré. J'ai décidé de l'intégrer à la structure de ma maison pour être certain de ne jamais oublier ce que nous avons vécu.